Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 196. Aujourd'hui, on va parler de comment et pourquoi prendre position et politiser notre message. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode relativement court et parfaitement imparfait. Je décide de parler de quelque chose que je trouve quand même un peu edgy. On va parler de politiser notre message, du rôle de nous, entrepreneurs, créatrices de contenu, leaders de pensée, de partager nos opinions, de partager nos points de vue politiques publiquement. Que ce soit dans le cadre de notre entreprise, dans notre cadre individuel. Et bon, j'ai quelques notes ici, mais j'avoue que c'est quelque chose qui sort quand même un peu plus de mon cœur que d'autres choses, puis je veux pas non plus que cet épisode ce soit comme le guide du parfait activiste. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait être parfaitement imparfait, parce que je sens que c'est quand même important d'en parler, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui osent pas nécessairement aller là parce qu'il y a beaucoup de peur autour de faire la mauvaise chose, surtout si on prend des positions publiques qui pourraient, du moins c'est ce qu'on croit, avoir un effet négatif sur les affaires, sur les opportunités qu'on a, sur notre confort personnel et parfois même sur notre sécurité. Parce que bon, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de cyberharcèlement, particulièrement envers les femmes qui ont des opinions, les femmes qui sont visibles, les personnes, puis là je dis femmes, mais c'est aussi n'importe quelle personne en situation d'oppression systémique. Et en même temps, je crois que plus que jamais, avec la montée de l'autoritarisme et du fascisme un peu partout dans le monde, y compris du côté de nos voisins du Sud, c'est plus important que jamais d'avoir le courage de nos convictions, d'allier nos causes, notre vision du futur, nos valeurs à des situations concrètes dans le monde, de croire, avoir l'espoir dans un changement et que cet espoir peut naître dans dans un contexte aussi petit que le nôtre, que notre entreprise, que notre audience, peu importe combien de gens nous suivent, parce que le changement est toujours, se fait toujours au niveau du micro avant de s'étendre au macro. Dans le fond, les grands systèmes de notre planète, que ce soit les systèmes économiques, les systèmes sociaux, c'est des représentations, c'est des représentations de ce qui se passe au niveau individuel, au niveau des petites communautés comme des familles, des voisinages, des choses comme ça. Donc, ne pas sous-estimer le pouvoir qu'on a comme individu, comme petite unité dans, dans le grand ordre des choses. Fait que je commence avec ça. Euh, Puis peut-être un petit mot aussi sur c'est quoi ma relation avec la politique, avec l'idée de politiser mon message, avec peut-être même la cause féministe, parce que je pense que beaucoup de gens viennent souvent me voir puis me dire ah merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas, merci de prendre position et des choses comme ça. Et pendant longtemps dans ma vie, je m'étais juré que la politique ça m'intéressait pas, que je voulais pas être quelqu'un qui se mêlait à la politique. Moi, je suis allée dans un cégep qui était quand même très politisé. Donc, un cégep ici, pour ceux qui écoutent, qui sont européens, c'est
juste avant le baccalauréat, donc entre la fin du secondaire. Donc, on a environ 17, 18, 19 ans quand on est au cégep. C'est comme une phase de transition, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se politisent au cégep. Moi, j'étais dans un cégep très politisé. J'allais au cégep Saint-Laurent, un cégep d'artistes. J'ai participé, pendant que j'étais au cégep, il y avait tout le dossier des grèves étudiantes, les demandes de rendre l'éducation gratuite, l'éducation supérieure gratuite. Bon, je vous parlerai pas nécessairement de ma posture par rapport à ça, mais tout ça pour dire que, bon, pour quelqu'un qui était en littérature, quelqu'un qui étudiait les classiques, oui, j'ai toujours été confrontée à des conversations politiques, mais c'était pas quelque chose que je considérais que que j'avais envie de m'investir activement. Donc, je viens pas d'un, d'un milieu d'activistes. Ceci dit, je viens d'une tradition, autant chez mes parents que dans mon éducation, d'indépendance de pensée très forte, dans le sens que c'est vraiment important pour moi de me faire mes propres opinions et ce qui fait qu'après ça, quand je dois défendre certaines postures, certaines opinions, je sais sur quoi je m'appuie. Donc, pour moi, j'avais jamais nécessairement considéré que j'allais avoir une business féministe ou que j'allais euh, porter un message de changement ou des choses comme ça dans le monde, mais ça m'est venu un peu comme une évidence à travers mon expérience personnelle et souvent c'est comme ça, je pense que ça commence avant d'être plus empathique envers les autres. On a souvent une expérience personnelle ou on a des expériences personnelles, des réalisations personnelles qui nous amènent à voir les effets de certains systèmes oppressifs, de certaines politiques, de certaines lois sur nous, sur des gens qu'on aime, sur des gens qui viennent nous toucher. Ça peut émerger aussi à travers l'art, je trouve, à travers la lecture, la littérature, à travers justement les histoires de gens qu'on rencontre et ça vient éveiller quelque chose en nous. Donc, je pense pas que on décide nécessairement de soudainement porter une cause. Je pense que les causes nous parlent, viennent à nous et que si on est ouvert et si on accepte de voir le monde comme une série d'interrelations, comme des interrelations, des interconnexions, on comprend qu'on n'est pas isolé dans nos expériences et que la politique, à quelque part, c'est l'expression de ces interconnexions-là. Donc, en ce moment, ces temps-ci, bon, je m'intéresse beaucoup à l'idée et aux méthodologies du changement parce que je pense que on est dans, puis c'est pas juste moi qui le pense, là, je veux dire, c'est quand même assez recherché, on est dans un contexte où il y a plusieurs crises planétaires qui sévissent et qui s'accélèrent. On peut parler de l'IA, on peut parler du climat, on peut parler de l'économie, on peut parler justement de la montée du fascisme, on peut parler, bon, des reculs à plusieurs niveaux, notamment au niveau des avancées féministes. Il y a plusieurs, puis là je pense encore aux États-Unis, qui sont en grand recul envers le droit des femmes, des grands dangers autour des droits humains. Et et donc, on la ressent tous à divers niveaux, cette pression-là. L'affaire, c'est que beaucoup de gens, puis je sais que beaucoup de mes clientes, puis beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans cette double contrainte où on veut parler de l'état du monde, mais on a peur de dire la mauvaise chose ou que ça nous nuise. Et d'autres vont préférer ne pas aliéner leur audience, rester neutre pour ne pas choquer, pour ne pas justement devoir combattre sur des choses sur lesquelles ils sont pas nécessairement complètement connaissants. Puis là, on va naturellement parler du génocide à Gaza, des attaques israéliennes sur Gaza et de la complicité des pays occidentaux dans ce génocide-là. Il y a d'autres génocides, hein, il y a le Congo, il y a le Soudan, il y a plusieurs zones très chaudes dans le monde en ce moment. Et nous, de notre point de vue occidental, veut pas, on est les spectateurs et on est les bénéficiaires de ce genre de politique. Qu'on soit d'accord ou non, on est de ce côté
dans le fond, du pouvoir. Donc, ma réflexion d'aujourd'hui est beaucoup axée sur le besoin de communiquer là-dessus et sur notre sentiment d'impuissance, surtout dans notre imperfection et la peur, justement, de l'inconfort de devoir le faire quand on n'a pas nécessairement tout le contexte, toute l'histoire. On n'a pas lu, genre, 10 livres sur la situation géopolitique. On trouve ça horrible, mais en même temps, on n'a pas les mots. On est un peu choqué, et puis on est un peu traumatisé par les images qu'on a vues. Donc, on est paralysé. Il y a comme beaucoup d'activation du système nerveux, etc., etc. Et je pense qu'il y a une grande culpabilité qui, euh, qui vient avec le privilège, justement, d'être du côté du pouvoir opprimant, du pouvoir colonial, euh, du pouvoir destructeur, du pouvoir militaire. Et cette culpabilité, parce qu'elle est si grande, elle génère de la honte, et cette honte bloque la possibilité de se questionner, de plonger dans la douleur et l'inconfort que ça peut susciter en nous, et de simplement euh, se dissocier de l'horreur. Se dissocier de l'horreur en voyant justement sur nos écrans ce qui se passe et en faisant comme ceci se passe ailleurs, c'est sur un écran. Il y a quelque chose de très dissociatif aussi avec la nature de la technologie. Et la chose que je pense qui est la plus triggering, la plus activatrice, c'est quand on entend des gens dire que être neutre, rester en silence, ne pas prendre position, c'est de choisir le statu quo. C'est de laisser les puissances génocidaires, destructrices, fascistes, autoritaristes, faire leur travail. Et je suis un peu d'accord, un peu beaucoup d'accord avec ça, en fait. Et je pense que ça vaut la peine de juste s'asseoir avec cette réflexion-là sans se sentir tellement activé par la honte et par la culpabilité qu'on ne peut plus simplement ressentir, qu'on ne peut plus simplement se questionner et analyser en quoi est-ce que ça peut être vrai, en quoi est-ce que ça va à l'encontre de mes valeurs, en quoi est-ce que je choisis le confort, en quoi est-ce que je me trouve des excuses de ne pas agir. Puis bon, cette, cet épisode, c'est pas nécessairement pour dire comment est-ce qu'on va agir, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que chaque personne doit faire par rapport à ses besoins, est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui supersèdent euh, les génocides à Gaza et tout ça, est-ce que les personnes qui n'ont pas nécessairement d'argent pour donner à manger à leurs enfants doivent se soucier de la famine qui existe à genre, tu sais, tant de kilomètres d'elles, bref. Je pense que quand on rentre dans ce type de détails-là, dans ce type de exception-là, on oublie de regarder qu'est-ce qui se passe chez nous, dans notre corps, dans notre conscience. Et donc, je répète, pour moi, être neutre, c'est choisir le statu quo parce que ça veut dire que dans cette neutralité, on préfère ne pas choisir. On préfère ne pas se positionner. Et quand on se positionne pas, ça veut dire que le débalancement de pouvoir qui existe va rester tel quel. C'est-à-dire que si on est du côté du pouvoir et qu'on en bénéficie, on accepte que ce débalancement reste tel quel parce qu'on ne va pas offrir aucune résistance à ça. Ou en disant, ah ben qu'est-ce que c'est ma voix dans, tu sais, c'est des choses qui sont beaucoup plus fortes que moi, c'est pas moi qui décide, etc. Ben, encore une fois, c'est parce qu'on extériorise cette autorité-là de dire, ben de toute façon, je suis obligée d'être du côté du bourreau. Ou de, tu sais, puis encore une fois, là, vous pouvez
penser ce que vous voulez, être du côté de qui vous voulez. C'est pas ça l'important ici, là. C'est pas une question de dire est-ce que vous devez être ou agir de telle façon, mais vraiment de se poser la question quel genre de tissu ou quel genre de dynamique de pouvoir j'accepte comme étant légitime en ce moment, dans ma vie, dans mon entreprise, dans la société, dans ma famille, at large. Une des choses que je crois profondément en ayant analysé l'évolution aussi des marques à travers, bon, les 15 plus dernières années que je travaille dans le marketing, dans le positionnement de marque, dans les communications, c'est que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, une marque qui prend pas position, c'est une marque invisible. Puis là, j'avais fait une masterclass gratuite que vous pouvez aller chercher gratuitement sur mon site qui s'appelle Marketing de l'enchantement. Je crois que c'est mtamarque.com/enchantement si vous voulez aller vous la procurer. Et là-dedans, je parle justement du mix marketing et de comment le côté politique, parce qu'on rentre dans un marché très sophistiqué, un capitalisme de plus en plus sophistiqué. Puis quand je dis sophistiqué, ça veut juste dire qu'il est mature plus. On a la dimension politique qui reste, qui va prendre de plus en plus de place dans la différenciation entre les marques. Donc, on n'a comme pas le choix d'être dans ce bain-là. Puis si on décide que, bon, moi, je serai une marque non politisée, il y a de fortes chances que, à cause des forces qui existent au niveau des communications, au niveau, genre, des dynamiques sociales et économiques qui se mêlent, ben, ça va contribuer à l'invisibilité de votre marque. Maintenant, il y a quand même un réel enjeu qui est, ben, la politisation authentique, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de marques qui vont voir ça puis qui vont dire « Ah, ben moi, je veux être visible, donc je vais me politiser, je vais choisir des causes, puis je vais instrumentaliser ces causes. » Puis là, on l'a vu récemment avec American Eagle, la publicité avec Sydney Sweeney, la fameuse Sydney Sweeney has great jeans. C'est souvent des marques qui vont surfer sur certaines montées politiques, qu'elles soient pro-fascistes, pro-nazis, qu'elles soient pro-Palestine, qu'elles soient pro-Black Lives Matter. Il y avait Pepsi qui avait fait une publicité avec, je pense que c'était Kendall Jenner aussi, qui était un peu de mauvais goût parce que, à quelque part, c'était surfer sur la politisation d'un enjeu pour but de capitalisation. Et donc, ici, il y a quand même une tension entre qu'est-ce qui est une politisation authentique versus une instrumentalisation de la cause. Puis ici, c'est là que je veux amener la notion de perspective versus dictat, parce que je pense que, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, le but ici, c'est pas nécessairement de montrer aux gens comment agir, comment faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on ait la vérité, qu'on soit un expert sur le sujet, par exemple, du Moyen-Orient ou des choses comme ça, ou de simplement lancer des messages politiques ou de partager des choses sur lesquelles on ne croit pas. Il y a comme une notion de responsabilité ici qui vient avec la politique qui est je m'engage à m'éduquer sur ce sujet qui me tient à cœur, sur cette cause qui me tient à cœur, sur cet événement qui suscite de fortes émotions chez moi. Et quand on s'engage à s'informer, à se responsabiliser, mais veut pas, émane une perspective. Puis une perspective, c'est rien d'autre que de ma posture de privilège et d'oppression, hein, parce que, bon, on vit dans un monde intersectionnel, je vois les choses de cette façon-ci. Ma perspective, c'est mon angle, c'est la façon avec laquelle j'approche un certain sujet. Puis pour ça, pour avoir une perspective, ben, ça prend une éthique de curiosité. Ça prend d'être ouvert à comprendre, d'être ouvert à se questionner, d'être ouvert à la nuance, versus
le dogmatisme, qui est de dire, par exemple, toutes les féministes doivent penser que X, Y, Z. Toutes les personnes qui sont contre le génocide à Gaza doivent agir de telle façon. Ça, c'est du dogmatisme, peu importe la cause, et ça, c'est pas un engagement responsable envers une posture, envers une perspective, envers une cause. Donc, c'est un travail supplémentaire, oui, mais encore une fois, une marque dite responsable, une marque dite consciente, va prendre cette opportunité d'être curieux, d'être ouvert et de se positionner, sachant que on évolue. Parce qu'on n'est pas dans une logique du dictat. On n'est pas dans une logique du dictat. Donc, c'est un processus dynamique qui va bourgeonner, qui va émerger, qui va se transformer avec le temps, mais qui ne peut avoir lieu si on n'est pas dans la conversation. Si on n'est pas ouvert avec curiosité à confronter ces opinions-là avec d'autres perspectives, sachant que si on se base sur cette notion d'engagement responsable, on prend pour acquis, hein, on assume que les autres vont faire leur propre recherche, vont éviter de tomber dans le dogmatisme, vont y aller avec la meilleure foi possible pour suivre leurs fameuses valeurs. Parce que c'est une chose de dire « Ah oui, voici mes valeurs de courage, voici mes valeurs d'authenticité, voici mes valeurs de X, Y, Z », mais si elles sont pas backées par des actions, c'est juste des mots, c'est juste du vent. Puis ça, c'était vrai avant notre état actuel ou maintenant, là, c'est comme... J'ai toujours trouvé ça un peu absurde, les fameux exercices de mission, vision, valeur, qui veulent absolument rien dire parce que c'est basé juste sur des chimères, des fantaisies qu'on établit dans un espèce de guide, mais que c'est super flou, puis c'est comme, comment est-ce que comme on dit ici au Québec, les bottines suivent les babines, comment est-ce que les actions, les décisions qu'on prend incarnent ces valeurs-là, cette mission-là, cette vision-là. Bon, naturellement, il y a des dangers qui viennent avec ça. Il y a des dangers, et le premier grand danger, c'est la peur de se faire canceller. Hein? C'est d'être un mauvais allié, c'est de se faire pointer du doigt puis dire « Ah, c'est pas correct ce que t'as dit, t'aurais pas dû dire ça, oh my god, arrêtez d'acheter genre les choses de cette personne, c'est une personne complètement genre... » Et ça, ben, c'est sûr que quand on est engagé dans une responsabilisation, hein, un engagement responsable envers la recherche, la cause, la curiosité et l'ouverture, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire et la seule chose qu'on peut faire face à ces fameuses accusations de cancellation. Parce que le problème avec la logique de la cancellation, c'est que c'est une justice punitive. C'est un type de moralisme qui dit si tu n'agis pas selon X, Y, Z, tu n'es pas féministe, tu n'es pas pro-Gaza, tu sais. Et souvent, ce qui vient avec cette justice punitive, c'est un manque de nuances, un manque de contexte, un manque de perspective et le fameux dogmatisme que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on doit faire, c'est naturellement de reprendre notre autorité interne et d'être capable de tirer nos propres conclusions selon notre éthique personnelle ou l'éthique qu'on établit dans notre entreprise et de dire ben, comment est-ce qu'on agit, pourquoi est-ce qu'on s'engage pour cette cause, comment est-ce que c'est cohérent avec nous, comment est-ce que ça respecte notre intégrité et ensuite de dire j'accepte d'évoluer à travers cette posture parce que pour moi, la cause est plus importante que mon ego. La cause est plus importante que même le nombre d'argent que je vais faire à la fin du mois. Parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'engagement. Je écoutais mon favori ces temps-ci, c'est le professeur John Vervaeke, et il parlait avec un philosophe qui est aussi un chrétien orthodoxe et un penseur sur la spiritualité orthodoxe, et il parlait du fait que de plus en plus,
on a perdu qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice. Et ça m'a beaucoup challengée parce que j'étais comme, oui, c'est vrai, on n'est pas dans une culture du sacrifice et en même temps, c'est une bonne chose, mais est-ce vraiment seulement une bonne chose? Parce que, par exemple, euh, beaucoup de nos droits d'aujourd'hui, beaucoup de notre libération, beaucoup du confort qu'on a aujourd'hui, de ce qu'on a atteint aujourd'hui comme civilisation, n'aurait pas existé sans le sacrifice de personnes courageuses qui sont parties au front, qui ont résisté contre, contre certaines autorités, qui ont changé les choses au prix de leur vie, de leur carrière, de leur réputation et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive quand une société, il n'y a plus personne dans cette société qui est willing, qui est ouverte à faire des sacrifices? Bref, réflexion. Mais bon, tout ça pour dire que il y a quand même un risque à prendre position et la chose sur laquelle on peut s'ancrer, ben, c'est cette éthique personnelle, c'est notre autorité interne, c'est notre habileté à faire des choix et à s'engager de façon responsable et consciente dans un processus de changement. Naturellement, dans tout ça, c'est important d'avoir un système de soutien, des amis, des coachs, des communautés, parce que quand on peut se faire attaquer, que ce soit, encore une fois, genre, moi, je me suis fait, je veux pas dire le mot attaquer, mais tu sais, dans le sens que j'ai eu des gens qui ont parlé pour essayer de me décrédibiliser ou même de porter atteinte à mon entreprise parce que ils jugeaient que mes propos étaient pas suffisamment de gauche, ne correspondaient pas à leur vision du terme féministe ou peu importe, ok? Et, euh, et à ce moment-là, c'était très important pour moi de ne pas être seule là-dedans. D'où l'importance d'avoir un réseau, amis, coachs, communautés, etc., avec lesquels on peut continuer à prendre position, être visible, euh, être de plus en plus assumé, hein, de prendre ces risques-là, sachant qu'on va être soutenu par des gens qui nous apprécient, qui nous aiment, qui comprennent aussi euh, notre engagement et notre méthode. Ça veut pas dire qu'ils vont toujours être d'accord avec ce qu'on fait, ça veut pas toujours dire qu'on va jamais faire d'erreurs, puis qu'on va jamais réviser quelque chose qu'on a dit ou évoluer dans notre pensée, ça veut juste dire que dans les moments où on est un peu plus à découvert, il y aura des gens qui sont là pour nous. Puis ça, je pense que c'est quand même très important. Plus en plus, on prend position sur la sphère publique. Donc, le dernier point dont je voulais parler, c'était la santé mentale, justement, en lien avec ça. Comment est-ce qu'on protège notre santé mentale tout en restant au front? Donc, c'est sûr, la visibilité des causes est importante. OK? C'est pas une question de choisir entre santé mentale et visibilité des causes, c'est une question de savoir comment, quand et comment est-ce qu'on se soutient à travers ça. Parfois, cette visibilité-là, on n'est pas obligé d'être nous-mêmes en train de produire du contenu. On peut partager des penseurs et des activistes qui font super bien le travail de communication. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui devons porter l'étendard de tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement non plus se retirer et être en silence et de dire « Ah, c'est à cause de ma santé mentale, là, je peux pas genre être... je peux pas participer au monde ambiant. » Hein, parfois aussi, c'est pas obligé d'être fait en ligne, on peut être sur place, en chair et en os, aller dans des manifestations, et on peut dire, bon, ben, je vais être à la manifestation X, vous pouvez me rejoindre, nanana. Tu sais, c'est pas obligé d'être une grande réflexion théorique sur le pourquoi du comment. Hein, vous pouvez faire des actions et partager ces actions-là pour augmenter la visibilité d'une cause. Donc, l'autre chose aussi que je pense qui est important pour protéger sa santé mentale, c'est d'accepter qu'on est des... puis là, j'ai écrit vassaux, comme un vassal, donc un véhicule d'un mouvement, et non pas son porte-parole. On n'est pas... je suis pas la porte-parole du féminisme. Je suis une personne parmi tant d'autres qui introduit cette lunette de réflexion dans son approche et qui
visibilise la cause du féminisme dans mes communications, dans mon entreprise, dans ma façon de faire les choses, et qui introduit des façons différentes de penser pour introduire des nouvelles perspectives de changement. Donc, un mouvement, ça évolue, et c'est pas nous qui devons porter les couleurs et la représentation de ce mouvement at large. Ça se peut parfois qu'on soit aussi pas d'accord avec certaines choses que certaines personnes dans le mouvement font. Mais amener cette nuance, amener cette perspective, c'est ce qui fait évoluer les choses. Et si on reste tout seul dans notre coin parce qu'on a peur de dire la mauvaise chose, ou on a peur de être trop activé parce que je sais pas, quelqu'un nous dit un truc de travers, ben là, à ce moment-là, ben, moins il y a de gens qui participent dans les mouvements, moins le mouvement a de momentum, puis plus on encourage le statu quo, puis plus on reste dans les mêmes situations, ce qui est, à mes yeux, ce qui se passe notamment avec le féminisme. On a du recul, mais aussi ça fait des années qu'on parle des mêmes choses. Puis c'est bon de dire, OK, ben c'est aux hommes à changer, mais je pense qu'il y a aussi la responsabilité. Tu sais, je veux dire, les hommes sont 50% de la population. On a besoin de tout le monde pour faire avancer les choses. Donc, mon but ici, c'est pas genre de culpabiliser personne sur est-ce que t'en fais assez, est-ce que t'en fais pas assez. Puis je pense que, bon, les derniers épisodes que j'ai enregistrés sont beaucoup autour de la honte, de la résistance, de comment est-ce qu'on travaille avec le critique interne et des choses comme ça, parce que c'est des compétences, des métacompétences qui vont nous permettre d'être engagés de façon responsable envers le changement. Et on a besoin... Tu sais, je dirais même pas genre on a besoin de gens dans les causes, on a besoin de gens engagés. On a besoin de gens engagés, des gens qui sont présents, des gens qui sont éveillés. C'est ça que ça veut dire être conscient. Ça veut dire d'être engagé. Ça veut dire d'avoir les yeux ouverts. Ça veut dire d'avoir l'esprit ouvert. Ça veut dire de prendre des risques. Ça veut dire d'avoir des perspectives. Et idéalement de les communiquer. OK. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que que ça va faire son chemin. Et ben, je vous le souhaite en fait, parce que selon moi, dans mon expérience, surtout depuis que j'ai une fille aussi, il y a une grande urgence d'agir et aussi de cultiver l'espoir pour un monde différent. Il y a beaucoup de messages qui circulent, qui est très pessimiste, apocalyptique même. Et d'avoir le courage de maintenir l'espoir du changement, c'est déjà une grosse chose qu'on peut faire pour les prochaines générations. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à la prochaine. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.